à utiliser l'API Windows et après à utiliser de l'OpenGL pour créer des programmes en 3 dimensions. Donc pour ce faire, on va utiliser un IDE qui s'appelle CodeBlock. Il faut aller sur Internet, vous cherchez le site de codeblock.org, il faut dans la section Downloads et il faut télécharger Binary Release. Et si vous êtes sur Windows comme moi, il faut prendre une version avec MinGW pour avoir tous les outils pour compiler et vous cliquez là ou là, peu importe. Je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Une fois que vous aurez installé, téléchargé et installé CodeBlock, on va le lancer. On va créer un nouveau projet ici. On va choisir un type OpenGL, OpenGL Project, Go, Next. Le nom du projet, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je mettais CPP1 par exemple. Là, c'est le dossier dans lequel vous voulez créer le dossier, le projet. Mais le sous-dossier va être créé automatiquement, comme vous le voyez ici. Il n'y a pas besoin de créer un sous-dossier à la main. Vous faites Next. Vous laissez tout par défaut et vous faites Finish. Vous allez dans Source et Main Pensée. Donc là, on vous a créé automatiquement un template de base pour commencer à coder en OpenGL avec de l'API Windows. Je vais vous expliquer maintenant le code source qui est généré automatiquement par votre IDE. Donc, include window.h, c'est ce qui est c'est la directive de préprocesseur pour dire au point que je vais compiler un projet il va avoir besoin de toute l'API Windows. Pour créer la fenêtre et pour mettre la fenêtre en 3D, on va avoir besoin de l'OpenGL. Donc, on va utiliser la deuxième directive qu'il a, include gl.h, pour inclure l'OpenGL dans le projet. Donc ensuite, on n'a pas de fonction main, contrairement au programme C qu'on a l'habitude de faire. On a une autre fonction qui s'appelle winMain. Ce sera l'équivalent parce qu'avec l'API Windows, on ne va pas utiliser la fonction intMain avec des arguments par défaut, mais la fonction winMain. Et dedans, vous avez 4 paramètres qui sont appelés. Donc il faut absolument l'écrire tel quel. Vous ne pouvez pas enlever des paramètres. C'est comme ça qu'il faut l'écrire. Alors, H instance, c'est aussi le premier paramètre. Dans un programme, une fois qu'il est compilé, vous avez votre .exe et plusieurs DLL. Le .exe, c'est un module et les autres DLL, ce sont d'autres modules de ce programme. Donc H instance, c'est ce qui va identifier le module du programme. Ce n'est pas le programme en soi dans Windows, c'est vraiment le module du programme. Cette instance, c'est plus utilisé depuis très longtemps sur Windows, donc on va l'oublier. LP cmdlines, c'est si je lance mon programme en ligne de commande, je fais par exemple mon programme.exe et que je mets l'argument A à l'argument B, c'est l'argument A à l'argument B qui va être passé au programme. Et ça, c'est la fonction qui va dire si enfin, c'est le paramètre qui va dire si la fenêtre, elle est minimisée, ouverte, agrandie, en plein écran. Dans un projet Win32 API, on va avoir différents éléments sur notre programme. Donc, on va avoir la classe de la fenêtre. C'est la Win class que vous voyez là. Donc, c'est ça. C'est un WND class X. Et ça va être la classe de votre. C'est-à-dire qu'en fait, un projet peut avoir plusieurs fenêtres. Et toutes les fenêtres vont partager la même classe de fenêtres. Donc, la classe, c'est ce qui va être partagé entre toutes les fenêtres. Donc, c'est bien ici qu'on va remplir et on va lui dire qu'est-ce que c'est que toutes les fenêtres de l'application vont être. Donc ça va être commun, vraiment quelque chose en commun à toutes les fenêtres. Donc vous pouvez voir sur la documentation de Microsoft à quoi correspondent les différents arguments. Vous pouvez tester par vous-même. Ça, c'est l'icône par défaut de l'application. Ça, c'est le curseur qui va être utilisé. Vous pouvez avoir un fond d'une couleur que vous voulez, un fond noir, ce que vous voulez. Maintenant, on va passer à la suite. HWD, alors ça, c'est le handle de la fenêtre. Parce que comme je viens d'expliquer, dans un projet Win32 API, il peut y avoir plusieurs fenêtres. Et ces fenêtres, elles ont chacune leur propre
propriété. Donc, vous regardez les arguments qui sont utilisés. 0, de mémoire, c'est le type de fenêtre qu'on veut afficher. Il me semble qu'il y a le titre de la fenêtre. Il y a un autre titre. Il faut regarder tout sur la documentation. Donc, il y a la position X de la fenêtre, la position en Y de la fenêtre sur l'écran, défaut bien sûr. Et ça, c'est la taille de la fenêtre, les deux prochains arguments. La taille de la fenêtre, elle va avoir une largeur et une hauteur, donc 256 par 256. Là, j'affiche la fenêtre. Ensuite, j'active. Donc ça, c'est une fonction qui a été codée, qui permet d'activer OpenGL. Elle est ici. On verra ça plus tard. Ensuite, donc dans un programme OpenGL, comme dans la plupart des applications Windows, il y a une boucle. C'est la boucle principale du programme. Ça veut dire que votre programme, si vous n'avez pas la boucle, il va se lancer, il va se quitter instantanément. Vous aurez le temps de rien voir. Donc il faut faire une boucle, mais ça ne suffira pas. Parce que si vous faites juste une boucle while, ça va faire bloquer votre programme avec un sablier ou un truc qui tourne. Comme quoi, le programme, il va rien avoir. Enfin, il va complètement friser en fait. Il va être bloquant. C'est pour ça qu'il faut mettre 37 messages et 10 pass messages. Et il faut mettre tant qu'on n'a pas quitté la fenêtre, on quitte la fenêtre et ensuite le pick message. Enfin, en gros, faut vous laisser tout ça en fait. Vous avez besoin de tout ça pour cette fonctionnalité. Et ça, c'est tant que la fenêtre est ouverte, donc elle n'est pas quittée, et ben on continue la boucle while. Si maintenant je lance l'événement VM quit, la boucle while va s'arrêter, le programme va s'arrêter. Je vais vous expliquer juste un dernier truc. La fonction translate message, elle va prendre les événements de votre clavier que vous allez saisir, par exemple le code ASCII de la touche, et va le transformer en événement lisible par l'API Windows. Space Message aussi, c'est une fonction de l'API Windows et elle va appeler plus bas, on a une procédure, voilà. Une procédure, c'est la procédure programme. Elle va appeler ça en fait. Et cette procédure, c'est tout, on appelle ça le message, et elle va goûter tous les messages. Donc un message, c'est une interface entre l'autre programme et l'homme, la machine. Et si j'appuie par exemple si je presse une touche de mon clavier, en fonction de la touche du clavier qui est pressée, si c'est la touche échappe, ça quitte le programme. Donc on peut, par exemple, si on appuie sur la touche haut, on avance, si on appuie sur la touche bas, on recule. Donc on peut faire tout un tas de paramètres qu'on peut personnaliser. Maintenant, on va parler de l'OpenGL. Donc ça va plus concerner la l'API Windows, mais bien l'OpenGL. Donc GL Clear Color, ça va effacer la fenêtre en noir parce que 0 c'est le rouge, 0 vert, 0 bleu, ça c'est le alpha. Donc c'est-à-dire que la fenêtre va être toute noire. Si maintenant on avait mis 1, 0, 0, ça va être rouge. C'est un float, c'est un nombre décimal qui se situe entre 0 et 1. Donc on va faire un test. Là, la fenêtre va être toute noire, enfin le fond de la fenêtre est noir. Parce qu'on a un triangle normalement qui est codé juste après. Ok, alors j'avais un petit point de compilation parce que j'avais pas mis le bon compilateur. Il faut mettre GNU CC compiler. Donc maintenant je vais pouvoir le build, le projet. Donc on a bien le fond noir et le triangle qui tourne. Voilà. Donc maintenant, si je mets 1 pour mettre rouge par exemple, le fond va être rouge. Si je mets du 1 partout, enfin du 1 sur les rouges, verts, bleus, on va avoir un fond blanc. Maintenant, il faut savoir que là, on est dans une boucle qui va s'exécuter euh, toutes les X secondes. X secondes, c'est terminé par ici un sleep 1 qui va dire qu'il faut attendre une seconde avant de refaire la prochaine itération de la boucle.
Donc, on a besoin de ces deux lignes pour mettre la couleur du fond de la fenêtre toutes les secondes. Ensuite, toutes les secondes, il va redessiner quelque chose. On va commencer par dessiner les. Donc ça, c'est-à-dire qu'on va commencer à dessiner un triangle. Un triangle, il a donc, il va avoir il va lui passer deux informations, le vertex shader et le fragment shader. Donc qu'est-ce que c'est? Le vertex shader, c'est ce qui est à droite, est-ce qu'on va passer à OpenGL pour qu'il nous génère le triangle. Vertex, c'est un sommet en anglais, c'est-à-dire qu'en fait, on va lui indiquer les coordonnées en 2D ou en 3D, hein, du triangle en question. Donc en X, il est à 0 et en Y, il est à 1 et ainsi de suite. Donc ça, c'est la position des sommets. On va juste indiquer qu'il y a un sommet là, un sommet là et un sommet là. Et OpenGL, il va se charger de colorier l'intérieur par rapport à la couleur des sommets qu'on lui a créés là. Et après, il va faire un dégradé entre chaque sommet de la couleur pour remplir les pixels à l'écran. Donc ce coin est rouge, il est vert et l'autre est bleu. Donc maintenant, si j'enlève la rotation du triangle, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble de manière fixe. On a le sommet ici, un sommet là et un sommet là. On leur a déclaré chacun des couleurs et OpenGL a rempli avec les pixels l'intérieur du triangle. Maintenant, on a différentes fonctions en OpenGL. Par exemple, GLRotate, il va faire une simple rotation. Attention, il va juste faire une rotation. Quand on est dans une boucle, ben cette rotation, elle est exécutée à chaque itération de la boucle, c'est-à-dire que ça va tourner sans arrêt. Donc le premier argument, c'est de mémoire, c'est l'angle en degrés de combien on veut faire la rotation. Et ça, c'est sur quelle coordonnée on veut faire la rotation. Si on le fait sur X, on va prendre un X, c'est un axe horizontal. Il va vraiment faire une rotation autour de cet axe horizontal. Là, il a fait une rotation par rapport à l'axe Z, qui est l'axe de la profondeur. Donc, par rapport à la profondeur, il va tourner autour de cette profondeur. C'est pour ça qu'on va avoir cette illusion-là, que ça tourne comme ça. Par rapport, ça tourne par rapport à la profondeur. C'est exactement ça qui se passe. Maintenant, il faut savoir que ça, GL vertex 2F, ça va créer les coordonnées en deux dimensions. Nous, on les veut en trois dimensions. Donc, on va faire remplacer par une fonction. Est-ce que ça complète? Je ne pense pas. Vertex. Je vais regarder sur Internet, je vais me documenter tout simplement. GL vertex.f. C'était pas très compliqué à trouver. Il fallait remplacer le 2 par un 3. Et on a les trois, on a les trois coordonnées pour mettre notre sommet. Donc, c'est GL vertex 3F, le de 2F. Et cette fois-ci, on va avoir trois arguments, le de 2, qui va être le x, l'y et le z, qui est la profondeur. Donc, admettons, je mets 0, mon triangle, il va avoir la coordonnée, admettons, -1, pas -1, 0, 0, 0, et admettons 1 en profondeur. Pour faire, on va pas forcément faire un trait, on va faire une forme bidon, hein, juste pour vous montrer. On va le mettre l'autre à 0, 1, 1, l'autre à 1, 1, 1. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, on a mis, qu'est-ce qu'il dit? Il manque un point virgule. OK. Donc là, on a notre triangle qui tourne. On va parler du système de coordonnées dans l'OpenGL quand on est en trois dimensions. C'est tout bête. C'est notre fenêtre. Ça, c'est 0, 0. Ici, on va écrire que c'est le point 0, 0. Voilà. Là, on a l'axe X, 1, X,
Y, pardon, X. Donc là, c'est Y. Et là, c'est X. Donc l'axe X, il est horizontal et l'axe Y, il est vertical. Et l'axe Z, c'est la profondeur. Nous, on va pas le voir la différence puisque notre triangle est plat. Mais euh, donc ici, en haut à gauche, on est sur le point moins 1, 1. Ici, on est sur le point 1, 1. Ici, c'est 1 en x moins 1 en y. Et ici, c'est moins 1 en x moins 1 en y. Donc, j'ai pré-rempli les coordonnées d'un triangle. Donc, le rouge, vous le verrez à la position attendue, le vert et le bleu. Si on lance notre programme, on voit bien que le rouge, il est en moins 1, que le vert, il est en moins 1, et que le bleu est en 1, 1. Donc là, on a notre triangle qui est dessiné. Alors, pour information, très important, en l'état, OpenGL n'affichera pas tout ce qui est en dehors de -1, 1, même en profondeur. Là, j'ai mis -1 en profondeur. J'aurais pu mettre 0, ça va rien changer parce qu'on n'a pas mis de matrice de projection. Donc, si je fais ça, ça va rien changer. Si je mets 1, ça va rien changer non plus. Parce qu'on est sur les coordonnées dans les limites. Maintenant, je vais mettre 10. 10 en profondeur. On va sortir. On verra plus rien. Voilà. C'est parce qu'il va falloir mettre une matrice de projection. Pour rajouter la matrice de projection, on va ajouter 4 lignes. Juste avant le push matrix, donc ici, qui va dire à notre programme OpenGL, on veut vraiment avoir une caméra qui visualise les objets pour pouvoir voir en dehors de -1, 1. Donc on met ces 4 lignes de code. Et ensuite, on va préciser, ça c'est la taille de la caméra en largeur, la hauteur. Le NIR, c'est l'objet le plus près que je peux voir, à quelle distance il est de moi, de ma caméra. Et ça, c'est l'objet le plus loin. Donc, on va revenir sur Paint et on va vous montrer que le Z, c'est la profondeur, mais en fait, c'est positif. Et là, on est sur du négatif. Donc là, c'est positif, là, c'est positif, là, c'est négatif. Attention, c'est pas positif. Et là, c'est positif. Donc ça, c'est l'axe Z plus et ça, Z moins. Et ça, c'est l'axe Z plus. Donc si on revient sur notre projet, on ne devrait rien voir. Puisqu'en fait, notre caméra, elle est fixée à le point 0, 0. Et notre objet, il est derrière nous. Donc si je le lance, on ne devrait rien voir. Et c'est le cas. Maintenant, je vais mettre -1 à la place de 1 pour la profondeur. Et on va voir ce qui se passe. Magique, on voit notre objet. Maintenant, à la place de -1, je vais mettre -10. L'objet devrait être plus loin de moi, mais toujours devant moi. Il devrait être donc plus petit, ou du moins apparaître un peu différemment. Et il est en effet plus petit parce qu'on est plus loin. Maintenant, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir me déplacer avec le clavier. Donc, il faudrait, pour ça, il y a une fonction, on ne va pas utiliser rotate F, on va utiliser la fonction translate. Je crois que c'est translate F. De mémoire, voilà, c'est translate F et on n'a pas les mêmes arguments. Donc, ça va être X, Y, Z, à mon avis, ça va être ça. Je vais regarder. On va essayer. Donc là, on met 0, 0, 0. Ça devrait rien. Ça, translate, c'est pour faire un déplacement, juste un déplacement, pas une rotation, hein, par rapport aux axes X, Y et Z. Donc si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? On n'aurait rien, avoir aucun changement. OK. Maintenant, en Z, je vais me déplacer par rapport à une variable qui est le red Z.
rel z, je vais la déclarer tout en haut de mon projet en tant que variable globale. Donc ça va être un float, rel z égale 0.0f, parce qu'à la base il est à 0. J'ai pas mis égal. Ensuite, je veux que si j'appuie sur la touche de mon clavier avancer ou reculer, l'objet va se déplacer, plus près ou plus loin. Donc pour ça, je vais aller dans la fonction où il y a les messages, donc dans la procédure Windows qu'on avait parlé tout à l'heure. Donc ça va pas être la touche échappe, il faudra pas oublier le break pour dire qu'on n'est plus dans le même cas, parce que si vous mettez pas le break, ça, ça va exécuter jusqu'à la fin. Il faut bien dire que le break, c'est pour sortir du case en fait. Sinon, tout ce qui est après va s'exécuter. Donc il faut le break. Donc VK escape, on va dire c'est, je sais plus si c'est VK, on va rester avec l'autocomplétion. Hop, ouais, ça doit être ça. On va faire la même chose pour VK down. Donc VK down. Et là, rel Z, il va être incrémenté de 1 par exemple. Et là, on va le décrémenter de 1 et on va voir ce qui se passe. Peut-être c'est à l'envers, ça on verra, on va débugger. Non, c'est pas à l'envers. Donc si j'avance, si j'appuie sur la touche haut, j'avance. Si j'appuie sur la touche bas, je recule.